Merci à tous et à toutes d'être présents. Nous allons laisser quelques minutes pour que les personnes puissent rejoindre l'appel. En attendant, veuillez choisir la langue de votre choix euh, en cliquant sur le logo Interprétation. Vous pouvez sélectionner l'anglais ou le français. Nous allons commencer dans 2 minutes, le temps que les personnes puissent se joindre. Merci à nouveau de vous être joints à nous. Vous pouvez vous présenter dans le chat, votre organisation, dans quelle ville vous vous trouvez, vos pronoms si vous le souhaitez. Et nous allons commencer dans quelques minutes, le temps de laisser les personnes se joindre à nous. Merci beaucoup. Donc, nous allons commencer. Tout d'abord, je rappelle à tout le monde de rejoindre le canal d'interprétation qui vous convient dans le menu d'interprétation. Donc, je vais maintenant commencer. Bienvenue à nouveau à vous tous et toutes. Je suis Juan Fernandez Ochoa. Je travaille pour le consortium euh, international sur les politiques des drogues. Et voici donc le 8e webinaire que nous avons organisé sur ce sujet. Donc, c'est un webinaire sur la 67e session de la Commission des stupéfiants des Nations Unies qui aura lieu à Vienne du 14 au 22 mars 2022. N'hésitez pas à poser vos questions dans la fonction questions-réponses de Zoom. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous ferons en sorte d'essayer de répondre à vos questions à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à faire usage de la fonction questions-réponses de Zoom. Donc, qui sommes-nous? Le IDPC, le Consortium international sur les politiques des drogues. Nous sommes un réseau mondial de euh, 195 ONG dont nous avons pour but de réparer les dommages des politiques punitives en matière de drogue, de promouvoir les réponses justes et la participation de la société civile, car nous pensons que c'est un élément essentiel de la démocratie. Donc voilà pourquoi nous sommes présents. Maintenant, nous allons pas parler euh, des points basiques de la CND, la Commission sur les stupéfiants des Nations Unies. Nous n'allons pas en parler maintenant, mais si vous voulez en savoir plus à ce sujet, vous pouvez regarder cette vidéo que nous avons mis en ligne, une petite vidéo de 11 minutes qui vous fournira un guide sur le sujet. Alors, avant de lancer maintenant le webinaire, je vais vous parler de la structure. Tout d'abord, nous allons vous donner des informations et des moments clés qui auront lieu dans la session de la commission des stupéfiants. Ensuite, nous allons vous parler des résolutions qui vont être discutées et ensuite, les membres de notre réseau vont vous partager leurs expériences de terrain. Ruby Lawler de Youth Rise, Benjamin Tubianare de la Fédération Addiction et Paula Aguirre
de Elementa de Derechos Humanos. Ensuite, nous partagerons quelques ressources et enfin, nous ferons la session de questions-réponses. Alors, comment vous pouvez participer à la commission des stupéfiants? Vous pouvez le faire soit en présentiel ou soit à distance. Euh, Certains événements seront sur la Web TV des Nations Unies. Et si vous voulez assister vraiment, participer dans les procédures, parler, prendre la parole, etc., pour cela, il faut s'enregistrer, s'inscrire. Et pour cela, il faut avoir le statut ECOSOC. Il faut être une ONG qui a le statut ECOSOC. Il faut envoyer un message au secrétariat des instances dirigeantes pour obtenir une accréditation et ensuite s'inscrire sur Indico. Donc, nous avons envoyé un courrier au secrétariat indiquant qui seront les membres de notre délégation. Puis ensuite, nous nous sommes inscrits sur Indico. Alors, cette année, la présidence de la plénière, ce sera le Ghana et la vice-présidence sera assurée par le Bangladesh. Ces rôles sont tournants en fonction des groupes régionaux. Donc, l'année dernière, c'était la Colombie qui présidait la plénière et la vice-présidence était assurée par le Ghana. Et donc maintenant, c'est le Ghana qui est à la présidence et le Bangladesh entre à la vice-présidence. Donc d'abord, nous allons parler du segment de haut niveau. Il y a un segment de haut niveau cette année en lien avec l'examen demi-parcours de la déclaration de 2019. Et c'est une réunion intéressante, c'est une réunion assez rare. Elle n'aura lieu qu'une fois, au début, au milieu et à la fin de ce cycle de 10 ans dans lequel nous sommes en lien avec la stratégie mondiale en matière de drogue. Donc, voici le calendrier de la réunion. C'est un peu différent de la plupart des sessions de la CND, de la Commission des stupéfiants. Donc, elle aura lieu le 14 et le 15 mars. Donc, il y aura le jeudi, il y aura une session plénière euh, qui va durer jusqu'à assez tard. On ne sait pas jusqu'à quelle heure elle va durer. Ça pourrait durer jusqu'à 21h ou 22h. J'espère que non, parce que nous aimons dormir et manger. Mais disons qu'il va y avoir des interventions qui vont durer longtemps, puisque c'est un segment de haut niveau. Euh, Il n'y aura pas de comité plénier le 14 et le 15, mais il y aura des tables rondes. Je vais vous expliquer dans un instant. Il y aura aussi des événements parallèles qui seront tous dirigés par des États membres. Voilà pour la structure de la réunion de haut niveau. Et le fait qu'il s'agisse d'un segment de haut niveau, ça signifie simplement que nous y verrons des personnalités de haut niveau des gouvernements. Donc, par exemple, le secrétaire Blinken des États-Unis. Il y aura aussi Gustavo Petro, le président de la Colombie. Donc, il y aura des ministres et des autorités de haut niveau des gouvernements. Donc, c'est un point à noter parce que ça lui donne à cet événement une certaine gravité, une certaine importance. Le jeudi, il y aura d'abord le point 1 et 2, donc ce seront simplement des formalités, l'ordre du jour, qui sont les présidents de la commission, etc. Donc il n'y a pas beaucoup de substance. Ensuite, on va commencer le débat de haut niveau. Et là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet, de la substance de cette réunion. Comme je l'ai dit, il y aura des représentants de haut niveau de différents États et nous entendrons également euh, des représentants universitaires et des représentants des organes de l'ONU. La société civile ne va probablement pas avoir beaucoup de participation. C'est déjà prévu.
Donc, nous n'aurons probablement pas la possibilité de prendre la parole. La participation de la société civile est coordonnée dans les tables rondes. Donc, il faut que nous fassions attention à l'ouverture du débat de haut niveau et c'est probablement à ce moment-là que la résolution va être adoptée. C'est un peu bizarre parce que les documents sont approuvés au début au lieu de à la fin dans les sessions de la CND parce qu'ils sont négociés à l'avance. Donc, il y a énormément de tensions et des négociations en cours. Donc, ce sera intéressant de voir s'ils parviennent à atteindre un accord, un consensus, parce que c'est fondamental dans les organes de l'ONU basés à Vienne. Donc, il va y avoir euh, des évocations de la peine de mort, de la réduction des risques, de la décriminalisation des droits humains, etc. Ensuite, il va y avoir une référence à cette initiative qui s'appelle Pledges for Action, qui a été lancée. Donc, ce sont des engagements que les États membres ont pris en lien avec les politiques et stratégies en matière de drogue. Les États membres ont également été invités à produire ces engagements et les lire à haute voix. Plus d'informations au lien ci-dessous. Et ensuite, la journée suivante, la conversation va continuer. Le débat de haut niveau va continuer. Il y aura des déclarations générales des États membres sur leur position. Donc voilà ce qui se passera durant le débat de haut niveau. Les représentants des États membres n'ont seulement que 5 minutes, même s'ils sont de haut niveau. Donc ça, c'est pour la plénière. Maintenant, on va parler des tables rondes. Donc, il y en aura une le jeudi et une le vendredi. Elles seront thématiques. La première va parler de faire le bilan, donc de voir ce qui a été accompli depuis 2019 dans les 5 dernières années en lien avec les drogues, les politiques de drogue à niveau mondial. Et la deuxième table ronde sera sur les perspectives à venir d'ici à 2029. Donc, ces tables rondes seront présentées par le Bangladesh, la Slovénie, et seront dirigées par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONUDC. Il y aura un membre de la société civile dans chaque panel. Il y aura aussi des représentants des systèmes de l'ONU. On va voir de quelle manière l'OMS et le Haut Commissariat aux droits de l'homme vont participer à ces tables rondes. Ces panels vont être suivis par des conversations interactives où les organisations de la société civile ont le droit de prendre la parole, mais n'ont que 3 minutes pour le faire. Donc, sur tout cela, la table ronde, euh, il y aura une présentation à la plénière d'un document, un résumé des conversations, mais qui n'a aucune valeur légale. Donc maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Marie pour qu'elle puisse... Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, Bourhan vous a donné quand même pas mal d'informations déjà sur le format de la réunion à mi-parcours. Moi, ce que je voulais faire, c'était vous donner le contexte plus politique. Donc pour nous, à l'IDPC, l'événement, c'était vraiment une opportunité clé pour faire le bilan des politiques actuelles en matière de drogue et pour appeler à une approche qui soit plus fondée sur la prohibition, mais qui puisse promouvoir les droits humains, la santé, le développement. Comme d'habitude, on a été bien déçus par les processus officiels. On l'avait déjà anticipé, mais en gros, il n'y a eu aucune évaluation officielle ou complète des progrès qui ont été réalisés depuis l'adoption de la déclaration ministérielle en 2019, ou même une reconnaissance de la part des États que l'approche actuelle ne fonctionne pas.
Donc, dès le départ, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a décidé d'apporter notre propre contribution au débat en développant un rapport parallèle qui a fait, lui, une réelle évaluation de ce qui a été fait, de ce qui a été atteint ou non, en faisant le bilan de tous les défis qui avaient été identifiés en 2019 dans la déclaration ministérielle. Donc, je vous mets le lien vers le rapport qui est disponible en anglais, en français et le résumé exécutif en espagnol aussi. L'objectif de ce rapport, c'était aussi d'apporter la voix de la société civile dans les débats. Juan l'a déjà mentionné, l'espace de la société civile qui a été octroyé au sein de, de la révision à mi-parcours a été vraiment limité. Le secrétariat a décidé de ne pas octroyer d'intervention à la société civile en session plénière, hormis l'intervention du VNLG au Committee on Drugs. Évidemment, on ne peut pas organiser d'événements parallèles pendant le segment de haut niveau politique non plus, et on ne peut pas participer aux négociations du document final. Donc, ça veut dire que la voix de la société civile est très limitée. Il est limité en fait aux tables rondes. Donc voilà, le rapport, c'était aussi l'occasion de dire on est là, on écoute et on vous montre quelles sont les preuves de terrain de ce qui marche et de ce qui ne marche pas et de l'impact de vos politiques sur les communautés touchées. Le VNGEC et le New York NGEC ont aussi publié un rapport qui a été basé sur tout un tas de consultations écrites et orales auprès de la société civile, mais qui travaille sur tous les aspects des drogues, donc pas forcément seulement des ONG progressistes. Donc, je vous mets le lien aussi dans le chat. Ça vaut la peine de le lire. Donc après, comme l'a dit Juan, pendant la session d'ouverture du segment de haut niveau politique, il y aura un document final qui va être adopté par consensus, donc ce que en anglais on appelle le outcome document. Les négociations de ce document final, elles sont présidées par le président de la CND, qui est l'ambassadeur du Ghana à Vienne, et elles sont extrêmement délicates euh, parce que c'est de plus en plus difficile pour les États de trouver un accord sur la marche à suivre dans le cadre des politiques de drogue. Et le problème, c'est qu'on est vraiment en train de voir un retour en arrière énorme dans le document actuel qui est en train d'être négocié en termes de droits humains, un accent fort qui est mis sur la promotion d'une société sans abus de drogue et un manque total de reconnaissance que les politiques punitives ont des effets dévastateurs sur les droits humains. Donc, c'est des discussions qui sont complètement en déconnexion avec le rapport du Haut Commissariat sur les droits de l'homme qui a été publié en septembre 2023 et qui a été publié comme contribution officielle à la révision à mi-parcours. Et pourtant, ce rapport, dans les processus officiels, là, a très peu de visibilité. Je vous ai mis le lien aussi dans le chat. C'est un rapport qui est excellent, que je vous encourage à lire. Et évidemment, il y a une déconnexion incroyable entre les débats qui se passent à Vienne actuellement et la réalité du terrain. Mais malheureusement, il y a très peu de pays qui sont prêts à rompre le consensus de Vienne et qui sont prêts à rester fermes dans les négociations pour avoir un document qui soit ambitieux et des débats qui soient vraiment forts. Donc, on s'attend à un résultat décevant pour la révision à mi-parcours. Donc, je vais m'arrêter là, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans le Q&A, puis on les adressera après. Merci, Juan, je te laisse la parole. Merci Marie. Oui, c'était pas très optimiste comme présentation. Alors maintenant, je vais vous parler du reste de la session. Donc chaque jour, il y aura une session plénière et un comité plénier. Et il y aura également des événements parallèles. Donc ça va être assez intéressant. Je vais vous donner plus de détails dans un instant. Donc, alors, la session plénière pour la partie principale de la CND. Comme j'ai mentionné, donc le 1 et 2 et le 3, ça, on en a déjà parlé, mais on va quand même ils vont les réévoquer. Donc, c'est vraiment les questions organisationnelles, plutôt administratives, etc. Donc, il n'y aura pas de débat général, de ce que je sache. À l'ouverture,
de la session plénière, puisque ce débat aura déjà eu lieu dans la réunion de haut niveau. Donc ensuite, il y aura la session 4 qui portera sur vraiment des sujets budgétaires, administratifs, etc. Donc le segment opérationnel. Donc ça sera assez ennuyeux. La seule possibilité intéressante dans cette session pour nous, c'est de montrer l'échec de la CND en termes de droits humains et de décriminalisation. Donc ensuite, le point 4, ce sera donc la mise en œuvre des traités internationaux de contrôle des drogues. Donc c'est l'OMS qui va parler de ces questions, notamment en termes avec la feuille de coca en Bolivie, de la retirer euh, des catégories de drogue criminalisées. Donc, en plénière, il y aurait la possibilité de mettre des drogues comme les benzodiazépines, des opioïdes de synthèse, de stimulants, de dissociatifs. Je ne peux pas prononcer leurs noms parce que, comme d'habitude, ils sont de plus en plus longs. Au fur et à mesure que le marché informel essaye d'éviter la prohibition, c'est un jeu de chat et de la souris, donc il y a de nouvelles substances qui vont être évoquées. Donc le vote de la matinée, puis ensuite l'après-midi, on va parler des nouveaux défis auxquels le système fait face, et bien sûr, nous aurons une mise à jour et une discussion sur la disponibilité et l'accès aux licences de contrôle. Donc, c'est un document important. Et peut-être qu'il y aura également des évocations de régulation légale si certains pays ont un peu de courage, d'audace, mais je ne suis pas sûre que ce sera le cas. Ensuite, le point 6, donc ce sera un suivi sur la mise en œuvre des engagements tels qu'ils ont été évoqués dans la déclaration ministérielle de 2019. Donc, ce sera un rapport de ce qui a été évoqué dans le segment de haut niveau. La CND a des sessions thématiques sur chacun des défis qui ont été identifiés comme des défis en cours pour la communauté internationale en termes de contrôle des drogues et dans la déclaration ministérielle. Donc, il y aurait probablement une référence à ce travail-là et également spécifiquement appelé des questions de VIH et de maladies. Et ça pourrait peut-être être l'occasion d'évoquer la stratégie mondiale en termes de VIH pour adopter la décriminalisation. Donc, ce sera un thème intéressant. Le point 7, nous allons entendre, je l'espère, les questions de coopération interagence de l'ONU. Nous espérons entendre aussi sur le rapport du Haut Commissariat aux droits humains, ainsi que le travail de l'ONU-SIDA sur la décriminalisation. Ensuite, le point 8, ce sera donc les recommandations des organes subsidiaires et leurs recommandations. Donc, en gros, des policiers qui vont se féliciter les uns les autres sur leurs résultats de contrôle de drogue. Et ensuite, il y aura le point 9, qui est très important parce qu'il y a beaucoup de résistance sur la question du développement durable euh, à la CND. Donc, ce sera intéressant de voir ce que les États membres ont à dire là-dessus. Et ensuite, euh, la dernière journée, le vendredi, donc on parlera des perspectives de l'ordre du jour pour la prochaine session de la CND. Et enfin,
l'adoption du rapport de la 66e session et puis toutes les questions diverses. Donc, le dernier point. Donc, voilà pour ce qui est de la plénière. Euh, En termes de questions clés, de dynamique qui vont jouer un rôle dans la réunion. Donc, il y a la coalition mondiale pour répondre aux menaces des drogues synthétiques. Ce sera intéressant de voir comment ils vont présenter cette initiative comme quelque chose qui n'est pas parallèle, mais qui est plutôt convergent avec l'ordre du jour de la CND. Bien sûr, il y aura aussi la question de euh, la feuille de coca. Donc, il y aura beaucoup de débats là-dessus. Le rapport du Haut Commissariat aux droits humains qui a été évoqué par Marie, qui va sûrement soulever des débats aussi sur la direction des politiques internationales en matière de drogue, les agressions actuelles euh, en Ukraine par la Russie et par Gaza, de Gaza par Israël, bah, vont probablement jouer un rôle également. Et ensuite, il y a peut-être des pays aussi qui vont contester le status quo. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mon amie Marie, ma collègue Marie, qui va évoquer donc les résolutions. Euh, Thanks, Juan. And you can go to the next slide, actually, directly. Ok. Ok, donc pour ce qui est des résolutions, ça va? Vous m'entendez? Oui. Ok, pardon. Je suis désolée, j'ai un écho qui est horrible. Voilà, là, ça va aller. Désolée. Donc, pour ce qui est des résolutions de cette année, il y en aura quatre. Elles ne sont pas encore en ligne, mais vous avez au moins les textes qui sont sur le site de l'ONUDC. Donc, je vais vous mettre le lien ici sur le chat. Euh, Ce qu'il faut prendre en considération avant que j'aille dans chacune des résolutions, c'est que il est très, très probable que les difficultés que les gouvernements ont actuellement à s'accorder sur le document final de la révision à mi-parcours vont être reflétées pendant les négociations à la CND. Hein, donc, ça veut dire que il se peut probablement que les négociations seront très longues, très difficiles et principalement en informel pendant la CND. Donc, la première résolution, c'est une résolution sur le développement alternatif qui est présentée chaque année par le Pérou, l'Allemagne et la Thaïlande. L'année dernière, le texte était un mix de paragraphes très progressistes et des paragraphes qui étaient très problématiques. Mais en gros, la résolution, elle avait eu quand même des éléments intéressants sur la protection de l'environnement, sur la thématique du genre, sur les droits des peuples autochtones et sur la participation de la société civile. Donc, on verra si la résolution cette année va pouvoir consolider ses gains. Mais l'objectif, ça sera d'éviter l'inclusion des paragraphes les plus problématiques, en fait, pendant les négociations. L3, donc ça c'est la deuxième résolution qui est présentée par le Chili sur le traitement et la réhabilitation. Euh, pour cette résolution, l'important, ça va être vraiment de s'assurer que la résolution met l'accent sur l'importance de promouvoir l'accès à un traitement volontaire et que la résolution contienne des liens entre traitement, réduction des risques, la reconnaissance du rôle de la société civile et des communautés dans la prestation de services, euh, la, ouais, la prévention de la stigmatisation et la nécessité de répondre aux besoins des groupes marginalisés. Ça sera vraiment les points clés à voir dans cette résolution. Pour la résolution L4, celle-ci, elle est promue par la Belgique au nom de l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. La Belgique, c'est l'un des pays qui a régulièrement proposé des résolutions sur l'accès aux médicaments essentiels. Et donc, c'est une résolution qui est positive, vu que la dernière sur cette thématique, elle date de 2020. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est la première fois qu'elle a un focus sur les enfants.
Et c'est important parce que généralement à la CND, toutes les résolutions qui ont trait aux enfants ont trait à la prévention uniquement. Donc ça, c'est un point qui est intéressant et ben, voilà, il faudra qu'on voit comment elle va évoluer. La dernière résolution, L5, elle est présentée par les États-Unis et elle est centrée sur les overdoses. Donc évidemment, c'est une résolution on accueille à bras ouverts vu l'état des overdoses dans le monde actuellement. Ça sera aussi la résolution qui sera la plus controversée à la CND. Mais ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis ont décidé d'inclure le terme réduction des risques dans le titre de la résolution. C'est un terme qui a jamais été approuvé à la CND, dans une résolution de la CND. Et généralement, c'était les États-Unis qui bloquaient le terme. Donc, c'est intéressant qu'ils aient vraiment changé de perspective là-dessus et à voir si c'est l'occasion pour les délégations de pousser à l'adoption du terme pour la première fois à la CND. Donc voilà, je m'arrête là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et évidemment, on aura peut-être plus de commentaires quand les résolutions seront en ligne. Mais pour le moment, malheureusement, on peut se baser que sur les titres. Donc voilà, Juan, je te rends la parole. Le prochain point à évoquer, donc il y aura plus de 150 événements parallèles, des événements très intéressants. Nous n'avons pas la liste finale pour l'instant. Nous organisons, les membres de notre réseau organisent des dizaines d'événements. Nous allons les promouvoir. Il y a également des dialogues informels avec les ONG, avec des organismes de contrôle de drogue et des agences de l'ONU. Il y en aura avec la CND, avec l'ONUDC, avec l'OMS, avec ONU-SIDA, avec le PNUD et avec le Haut Commissariat aux droits humains. Mais leurs dates n'ont pas encore été confirmées pour ce qui est des dernières. Pour l'instant, c'est seulement provisoire. Voilà. Il va y avoir aussi des présentations de la société civile au début de chaque réunion. Donc, ils vont nous évoquer la manière dont la société civile peut participer à ces réunions. Il y aura aussi une assemblée générale annuelle du comité des ONG de Vienna et une élection du conseil d'administration. Du comité exécutif. Donc, c'est très important que nous soyons présents et actifs. Et maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Paola Aguirre, qui va parler de son expérience de terrain. Paola, à toi la parole. Merci, Juan. Bonjour à tous et à toutes. Je vais parler en espagnol. Je fais partie de Elementa, une organisation de droits humains qui travaille au Mexique et en Colombie. Je suis la directrice du bureau de Colombie et je suis aussi représentante au sein de IDPC comme représentante de l'Amérique latine. Donc tout d'abord, je vais présenter ma participation à la CND, la possibilité de participer à la CND et de quelle manière ça affecte notre participation en tant que société civile. En premier lieu, donc la première fois que j'ai pu assister à la CND, c'était en 2019, mais qui était très importante puisqu'il y avait un segment de haut niveau. Et en tant que représentante de la situation politique, j'ai dû présenter un rapport parallèle. Donc, le président Duque, qui a été un président de droite, un président de droite et très répressif, qui a présenté
un, un rapport euh, qui a présenté un rapport qui promouvait la répression des cultivateurs, des cultivatrices, des usagers, des usagères de drogue. Et ma première euh, visite à la CND, le travail de la société civile, ce n'est pas facile à exprimer en parole l'influence que nous avons eue parce qu'elle était très, très, très élevée. Donc, nous avons eu la possibilité de demander une réunion informelle avec la délégation du gouvernement national de Colombie et nous avons pu exposer nos positions sur la politique de drogue du moment. Et nous avons fait un suivi très attentif de la position de notre gouvernement dans la CND. Et ça, c'est très important pour que nous puissions savoir quelle manière notre gouvernement national euh, a interagi. Et maintenant, la le ministère des Affaires étrangères nous a vraiment contactés et sollicités en tant que société civile pour une réunion préparatoire euh, avant, euh, avant la CND chaque année et pour que nous puissions apporter nos contributions. Et ce dialogue en termes de plaidoyer international nous a permis de participer à des processus orientés pour fortifier notre influence. Et avec d'autres collègues de la société civile, nous avons pu nous mettre en partenariat avec d'autres organisations de la société civile et développer une participation beaucoup plus stratégique et beaucoup plus coordonnée dans la CND. Je ne sais pas combien de temps il me reste, euh, mais pour finir, l'expérience que j'ai eue à la CND nous a aussi donné la possibilité de dialoguer et d'apporter nos expériences aussi à d'autres espaces des Nations Unies. Par exemple, l'année dernière, nous avons pu assister au Conseil des droits humains. En plus du rapport du haut commissaire aux droits de l'homme, nous avons pu également présenter, nous avons vu que les choses passent lentement à Vienne, mais nous pensons que Vienne a besoin de plus de Genève, c'est-à-dire que les drogues ont besoin de plus de droits humains. Et notre capacité de plaidoyer et de plus puissance, à plus de puissance euh, collective, parce que ça prend beaucoup d'énergie, parce que si on y va à plusieurs, si on se soutient les uns les autres et les unes les autres, ça rend les choses beaucoup plus faciles et beaucoup plus faciles à naviguer. Et en termes de logistique, le déjeuner est très bon. Il faut arriver suffisamment tôt pour prendre une table. Et vu que Vienne est très cher, mais il y a quand même des prix assez abordables. Mais bon, moi, en tant que Colombienne, je vous dirais que le café n'est pas bon du tout et j'arrêterai mon intervention sur ce point. Merci beaucoup, Paola, sur le suivi, sur la redevabilité, sur la mise en réseau, sur le dialogue. Merci beaucoup pour tous tes points.
Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais passer tout de suite la parole à Benjamin, qui va aussi partager ses expériences avec la CND. Merci. Donc voilà, je m'appelle Benjamin, moi je suis responsable du plaidoyer et de la communication pour la Fédération Addiction, qui est une organisation qui regroupe la plupart des structures et des professionnels d'addictologie en France. Donc nos adhérents sont des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux, des infirmiers. Nous, on est d'abord un réseau de professionnels. Le gros de notre travail, il est centré sur ces pratiques-là de professionnels, l'accueil et l'accompagnement des personnes, la prévention, la réduction des risques. Et c'est juste pour nous situer, c'est que nos positions sur les politiques des drogues, elles partent de là, des pratiques professionnelles et le fait que nos adhérents constatent notamment que les politiques répressives posent des problèmes de santé et des problèmes sociaux. Donc moi, je suis arrivé à la Fédération Addiction en 2021. Je travaille sur ces questions internationales que depuis 1 an et demi. J'y connaissais absolument rien au système de l'ONU avant. Donc c'est aussi pour ça que l'an dernier, j'étais assez volontaire pour aller à Vienne pour voir un petit peu concrètement comment ça se passe. Je ne regrette pas le voyage. C'est quelque chose qui est vraiment très instructif de découvrir ce monde-là de la diplomatie. Ça fait un petit peu peur aussi, parce qu'on se rend compte que beaucoup de choses sont des diplomates qui sont bah, voilà, des hommes d'une cinquantaine d'années en costume cravate un peu terne et qui discutent du problème mondial des drogues comme une chose très très grave et en même temps en des termes qui sont très très peu concrets. Et ça fait un petit peu peur de se dire que les politiques mondiales sont décidées par ces gens-là. Moi, si vous y allez, moi, je vous invite à, il y a beaucoup de discours lénifiants en plénière, mais il y a le Committee of the Wall, où vous avez vraiment des débats sur les résolutions, et c'est assez lunaire de voir les positions des pays, des uns et des autres, comment elles se prennent, des débats sur des virgules et des choses assez graves et vraiment très répressives qui sont dites de manière très tranquille. C'est vraiment assez frappant de voir tout ça. Et moi, j'ai quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, c'est aussi le vocabulaire qui est utilisé. Donc, je disais problème mondial des drogues, qui est vraiment une expression qui ne veut rien dire quand on travaille sur ces questions-là, mais aussi dans les traductions. Par exemple, quand en anglais, le mot addiction est utilisé, il est systématiquement traduit à l'ONU par le mot toxicomanie, qui est un mot qui, en français, est plutôt péjoratif, qui ne veut pas vraiment dire qu'on ne sait pas trop de quoi on parle et qui n'est en réalité plus utilisé dans les pays francophones en général, y compris par les gouvernements. Là, c'est toujours le mot qui est utilisé à l'ONU, donc c'est assez frappant, sachant que addiction en français, ça se traduit par addiction, enfin c'est le même mot et c'est neutre, voilà. Voilà. Et un truc qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est d'aller voir la position de son propre pays et de voir la manière dont notre gouvernement, avec qui on est souvent en lien, parle quand il est à l'ONU. Et en ce qui concerne la France, c'est vraiment de voir la vacuité des positions prises. C'est-à-dire que la France, c'est quand même un pays qui est plutôt répressif, mais qui n'est pas non plus le pire en matière de politique des drogues. On a des programmes de réduction des programmes de réduction des risques qui existent. On a un secteur médico-social qui accompagne les personnes. Bah, à l'ONU, la France, elle n'est même pas capable de défendre ça. Elle est très en dessous des positions prises par d'autres pays comme le Canada ou l'Allemagne ou la Suisse. Donc c'est extrêmement intéressant de voir ça. Et y compris dans les relations qu'on a, nous, ensuite, après, avec notre gouvernement, on peut dire, bah, en fait, j'étais à l'ONU et j'ai vu ce que vous avez dit, j'ai vu ce que vous n'avez pas dit, je sais ce que vous aviez dit, que vous allez me dire et que vous n'avez en fait pas dit. Et ça, c'est très intéressant puisqu'on peut vraiment les surveiller. Et c'est aussi, en tant que nous, organisation en France, quelque chose qui nous apporte de la légitimité, de dire on participe aux instances de l'ONU et on peut aussi s'en servir. Marie évoquait tout à l'heure le rapport du Haut-Commissariat aux droits de l'homme sur les conséquences des politiques de drogue en matière de droits humains. Bah, nous, on a envoyé plusieurs contributions là-dessus, dont une sur la réduction des risques en prison. Il se trouve qu'elle est citée dans le rapport final. Et en sachant ça, nous, on peut aussi aller voir notre gouvernement en disant, mais en fait, ce que vous faites en France, ça se remarque à l'étranger. Ce que vous faites mal, ça se remarque et ça se voit dans le système onusien. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour appuyer après notre plaidoyer en disant, en fait, ce qui se fait en France se voit et on vous surveille. Voilà. Donc je disais tout à l'heure, quand même, on voit plein de mecs en costume qui sont assez déconnectés du terrain, mais il y a quand même un truc qui est super enthousiasmant quand on va à Vienne, c'est qu'on voit aussi beaucoup de représentants d'autres ONG, et d'ailleurs merci à l'IDPC d'organiser toutes ces rencontres, etc., parce que c'est vraiment en fait le truc qui est enthousiasmant là-dedans. On voit des gens qui sont dans des situations beaucoup plus difficiles que nous par rapport à leur gouvernement et qui pourtant continuent à se battre, continuent à avancer leurs convictions, et c'est vraiment très inspirant de voir ça. Et puis il y a aussi des gens qui, au contraire, ont réussi à obtenir des choses que nous, on n'arrive pas à obtenir. Et discuter avec eux, c'est aussi vachement intéressant et très éclairant sur les différentes méthodes qu'on peut avoir pour essayer d'avancer. Donc c'est intéressant d'aller au maximum de side events possibles parce que c'est là aussi qu'on peut discuter, voir des situations intéressantes. Alors il y en a beaucoup, c'est difficile de se repérer dans certains énormes bâtiments, c'est souvent tôt, il y en a 18 intéressants en même temps, donc il faut faire des choix et c'est compliqué, mais c'est là qu'on voit
plus de choses, je pense, intéressantes que ce qui se passe en plénière. Je disais le Committee of the Wall aussi, c'est vraiment un lieu de débat intéressant. Mais voilà, moi, ce que je ressors de l'expérience de Vienne, c'est vraiment d'avoir rencontré tous ces gens-là et d'avoir aussi toutes ces discussions inspirantes. Voilà. Et pour revenir sur ce que dit Paula, oui, enfin, on peut manger bien à la cantine. Par contre, manger tôt, toutes les cafettes, elles sont fermées à 15 heures. Donc, il faut arriver à aller voir les side events et manger, c'est un peu compliqué. That is perfect, mixing both substantive insights and very important logistics insights. Thank you so much, Benjamin. We have very little time, so I'm just going to give the floor to our dear colleague, Ruby. Please, the floor is yours, Ruby. Oui, désolée, la traductrice parlait encore, donc je ne pouvais pas t'entendre. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup à IDPC pour m'avoir invité à parler. Je parle au nom de Youth Rise, une organisation internationale de jeunes qui utilisent des drogues et de jeunes qui sont affectés par les politiques de drogue à niveau mondial. Donc, j'ai commencé à assister à l'IDPC, à la CND, c'était en 2020 et c'était seulement quelques jours avant que le monde entier soit en confinement. J'ai étudié le développement international et donc je savais déjà beaucoup sur l'ONU, mais je connaissais plutôt Genève que Vienne parce que je connaissais très peu sur la CND. Donc je comprenais pas tout ce qui se passait. La première fois qu'on va à la CND, on a parfois du mal à comprendre et c'est bien de poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions en personne également. Personne ne sait vraiment ce qui se passe. Donc, si vous avez une question à poser, n'hésitez pas à poser des questions, à nous parler, à nous aussi. Et n'hésitez pas à poser vos questions même ici dans le chat. Donc, j'ai assisté ensuite en ligne, virtuellement, en 2021 et c'était une expérience très différente, mais ça permettait aussi beaucoup d'accessibilité. Pour les personnes qui ne pouvaient pas voyager jusqu'à Vienne. Donc, c'était une expérience intéressante. Ensuite, en 2023, on est revenu en force pour l'événement en personne à nouveau. Ça a été un événement particulièrement intéressant pour Youth Rise parce que ça nous a permis de rencontrer des acteurs avec lesquels on avait développé des relations à travers les années, par mail, etc., ou dans d'autres événements en ligne. Donc, ça nous a permis de consolider ces relations à travers des conversations en personne. Donc, ça, c'est des membres de la CND, etc., et d'autres ONG. Donc, ça nous a permis aussi de rappeler leur redevabilité aux personnes qui avaient pris des engagements par mail, les retrouver, les contacter. Les personnes à qui on voulait parler, qui ont été de thèmes qui ont été évoqués par les panélistes précédents. N'hésitez pas à aller leur parler. Et parfois, nous en savons plus que sur certains sujets. Donc, n'hésitez pas à aller les voir et ne soyez pas intimidés. Maintenant, pour parler de Paradigma. Donc, Paradigma, c'est une coalition d'organisations de jeunes qui parle sur les thèmes de politique de droits humains et politique de drogue, qui s'est lancé en 2016 en raison du manque de participation des jeunes. Et donc, le travail de la coalition Paradigma, c'est vraiment d'unir les voix euh, des, euh, des jeunes qui font usage de drogue et des jeunes qui sont affectés par les politiques punitives. Et donc, nos voix, en tant que la jeunesse, nous essayons de faire en sorte que nos voix ne soient pas silenciées par l'ONUDC pour coordonner nos efforts
de la même manière que IDPC coordonne ses efforts. C'est ce qu'on fait également avec Paradigma. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que j'en parle beaucoup. Et nous en parlons beaucoup à Paradigma, mais ce que nous essayons de faire, c'est d'amener une réforme au Forum de la jeunesse de l'ONU-DC. Nous faisons une déclaration le dernier jour, etc. Mais tout ce qui est évoqué toute la semaine, c'est seulement la prévention de la prévention. Ce n'est pas une discussion très vaste, c'est plutôt une sorte de cursus plutôt que vraiment une discussion. Donc, nous voulons vraiment changer cela et nous voulons être invités à parler avec ces jeunes également. Donc, notre plaidoyer de 2023 avait surtout pour but d'obtenir quelque chose en novembre de l'année dernière, suite à une conversation que j'ai eue directement avec une personne de l'ONU-DC. Donc, ça a été vraiment un moment très productif de notre plaidoyer pour parler des défis auxquels nous faisons face en tant que jeunes qui faisons usage de drogue. Et maintenant, nous avons pu parler à la consultation du pré-CND. Donc, c'est vraiment comme cela que je vous recommande, c'est de vraiment avoir les cartes de visite, obtenir les cartes de visite des personnes avec lesquelles vous parlez pour pouvoir vraiment faire un suivi. Nous avons relancé notre participation, la manière dont nous allons coordonner et interagir. Donc, s'il y a des jeunes ici ou des personnes qui ont des jeunes dans votre organisation qui peuvent représenter votre organisation et les voix de la jeunesse au sein de cette organisation, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à rejoindre notre coalition. Et actuellement, nous sommes en train de rédiger une déclaration, un document vraiment fantastique qui rédige toutes nos positions sur les politiques en termes de drogue et nos propres engagements pour les changements que nous voulons obtenir et les recommandations que nous voulons établir. Et donc, il y aura une déclaration qui va être évoquée à la table ronde des perspectives d'avenir lors du segment de haut niveau. Et ça, c'est vraiment un grand succès pour nous de pouvoir exprimer que nous sommes les jeunes et nous savons ce qui est bon pour nous et que nous ne voulons pas qu'une guerre contre la drogue soit menée en nom. Je sais que le café n'est pas bon, donc vous pouvez aller directement prendre le café de la machine à café. Il est meilleur que celui qu'on obtient en faisant la queue. Je voudrais vous recommander aussi en termes de logistique de ne pas oublier de charger vos ordinateurs et brancher vos ordinateurs et vos téléphones pour ne pas vous retrouver sans batterie. Vous pouvez prendre des pauses à l'extérieur. Si vous voulez prendre une pause à l'extérieur pour respirer un peu d'air, n'oubliez pas de vous couvrir parce qu'il fait très froid. Et la question suivante, c'est vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. N'importe quelle question, il n'y a pas de questions stupides. Et rejoignez la coalition si vous êtes la coalition Paradigma, si vous êtes une personne jeune ou que vous en connaissez. C'est vrai que, merci Ruby, c'est vrai que la CND peut aussi être un espace pour conspirer entre nous. Je vais partager avec vous quelques ressources clés. Donc, la documentation officielle pour la CND, vous la pouvez trouver en cherchant sur Google les documents officiels. Il y a également un guide du VNGOC, un guide communautaire des NGO. Il n'a pas encore été publié cette année, mais il le sera bientôt.
Et enfin, le site web de notre réseau IDPC sur la CND que nous allons publier sur notre site. Je vous recommande également de télécharger l'application de la CND qui ne sera disponible qu'en ligne cette fois-ci. Et ce sera très utile parce que ça vous permet de savoir exactement de quoi on est en train de parler, où en sont les résolutions, quels sont les événements parallèles qui sont en lieu. Il y a une carte, il y a une base de données sur les vocabulaires qui a été approuvé auparavant et les textes qui ont été approuvés auparavant. Donc, je vous encourage à le regarder. Une autre ressource clé que je veux partager avec vous également, ce sont nos alertes mensuelles et notre sommaire quotidien, une sorte de petite newsletter que nous publions chaque jour, une mise à jour de la situation à la CND. Vous pouvez vous inscrire à cela. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si ça vous intéresse. Nous avons aussi le blog de la CND, CND Blog, avec une transcription en temps réel de l'événement. Et maintenant, nous pouvons passer aux questions. Je sais que certaines questions ont déjà obtenu leur réponse parmi les questions qui ont été posées dans la section Q&A. Euh, alors, n'hésitez pas à regarder Airbnb. Si vous pouvez partager avec des collègues, c'est parfois moins cher qu'aller à l'hôtel. Les prix ont augmenté dans les dernières années, mais ça reste quand même moins cher qu'un hôtel. Si vous pouvez rester dans le centre, il n'y a pas de café, il n'y a pas de... enfin, essayez d'aller dans le centre de Vienne, c'est pas forcément plus cher et ça vous permet d'avoir des cafés, des restaurants, etc. Nous- il ne nous reste plus que 2 minutes, donc n'hésitez pas à poser vos questions parce qu'il ne nous reste plus assez de temps. N'hésitez pas à poser vos questions par mail. C'est un système très opaque, très obscur, donc si on peut vous aider, n'hésitez pas à nous le dire. On espère vous voir à Vienne. Merci beaucoup et très bonne journée. Bye.